invité avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel Saunier est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Bonsoir Michel. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Étienne Gorgeon de nous accompagner également. Bonsoir Étienne. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion obligataire de Sanso IS et Nicolas Forest avec nous également ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver autour Merci. de cette table. Vous êtes directeur de la gestion obligataire de Candriam. Donc la politique monétaire à la une, évidemment, le changement de discours de Christine Lagarde la semaine dernière. Nouvel épisode, suite de la discussion aujourd'hui avec vous en plateau. Donc je rappelle, Christine Lagarde n'exclut plus la possibilité d'une hausse de taux, d'une première hausse de taux de la BCE cette année. Et donc, pour les marchés, c'est la porte ouverte à un champ des possibles nouveau. On va dire ça comme ça. Comment vous comprenez le timing déjà de ce changement de discours et de conversation entre la BCE et les marchés, Nicolas? Et puis la question un peu binaire, mais c'est un vrai sujet de débat. Est-ce qu'on a là un wake-up call salutaire, même peut-être trop tardif, diront certains, du point de vue de la Banque Centrale Européenne, ou est-ce qu'on a une forme de précipitation, d'urgence délétère, dont les conséquences pourraient être contre-productive, voire le risque étant de répéter peut-être une erreur de politique monétaire, des erreurs de politique monétaire qui ont déjà été commises par le passé du côté de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup de cette question. Alors, peut-être, moi j'aime bien les citations. Vous savez, je vais commencer par une citation pas très littéraire, mais comme disaient les tontons flingueurs, quand ça change, ça change. Il ne faut jamais se laisser démonter. Et donc pour moi, c'est un vrai changement. Je voudrais juste poser une question ici autour de la table. À quand remonte la dernière hausse de taux de la BCE? Juillet 2011. Qui l'a faite? Trichet, avec le board. Jean-Claude Oui, Trichet. bien sûr, Donc, à l'unanimité. Voté à l'unanimité. Donc, la dernière hausse de taux de la BCE, ça date il y a plus de 10 ans. Oui. Donc aujourd'hui, c'est comme un traumatisme que la Banque centrale envisage une hausse de taux. Je ne vais pas épiloguer sur la communication qu'elle a faite, peut-être hasardeuse. Le statement, il n'y a rien qu'à changer. C'est dans les questions-réponses où, effectivement, elle a amendé son discours. On peut revenir sur les raisons du pourquoi. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est regardons devant nous. Oui. Moi, devant nous, je dis quand ça change, ça change. Et je pense que la BCE, elle est prête pour monter les taux. Je pense, à mon avis, une hausse en octobre, une hausse en décembre. Si elle fait une hausse en octobre, ça ouvre la voie à une deuxième hausse en décembre. Et c'est pas la fin du monde, c'est juste des taux qui reviennent vers les 0%. Ouais. Et ça se justifie parce qu'on a une inflation qui est hors de contrôle pour l'instant au niveau de la Banque Centrale Européenne. Comment ça? Non mais attendez, ça c'est un point clé. Inflation, vous dites inflation hors de contrôle aujourd'hui en Europe, Nicolas? Alors, l'inflation, elle était recherchée. Il y a 18 mois, on a fait un nouveau framework monétaire et on a dit qu'il fallait avoir un peu plus d'inflation. Et donc c'est vrai qu'au regard de ce mandat-là, avoir 5% d'inflation, c'est pas la mer à boire. Mais néanmoins, on voit bien qu'il y a l'inflation qui dérape dans certains pays de la zone euro. Bien sûr, on peut regarder la France, mais on peut regarder d'autres pays, des pays plus petits, des pays où les salaires sont indexés, même s'ils ne sont pas majoritaires, où il y a quand même des taux d'inflation qui sont à 7%. Et ce qu'on voit aujourd'hui, parce que ce qui m'intéresse, c'est de regarder devant nous, et à travers les commentaires que votre collègue a énumérés, on voit bien que Villeroy de Galhau essaye de calmer le jeu, et puis il y a le nouveau de la Bundesbank, je crois, Joachim Nagel, qui lui dit non, mais ça justifie de remonter les taux. Donc on voit bien qu'entre maintenant et mars... Si l'inflation persiste. Mais donc on voit bien qu'entre maintenant et mars, il va y avoir le jeu d'influence qui va se jouer autour de la BCE, autour des révisions des chiffres d'inflation. Mais moi je pense quand même que c'est un changement de ton, et je pense que ça justifie un peu de normalisation par rapport à votre question, et donc ça ne me semblerait pas absurde d'avoir deux hausses de taux du côté de la Banque Centrale Européenne. C'est un changement de ton ou c'est plus profond que ça? Ou est-ce que c'est un retour à la philosophie, à l'ADN originel de la Banque Centrale? Vous avez vous-même cité Jean-Claude Trichet, ça nous ramène à l'ère pré-Draghi. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? C'est ce changement-là qui est en train de logiciel qui est en train de se mettre en place du côté du Conseil des gouverneurs? Encore une fois, sur la communication de janvier, il n'y a pas de nouvelle projection du staff économique. Il y a un chiffre d'inflation qui est à 5% au global. 50% de cette inflation étant liée au prix de l'énergie aujourd'hui. Et une inflation salariale, alors pays par pays dont on peut discuter, mais qui reste quand même profondément modérée par rapport à ce qu'on observe dans des pays anglo-saxons aujourd'hui, Nicolas. Oui, bien entendu. Après, il y a quand même un aspect mimétique qui joue énormément. Quand vous avez toutes les banques centrales du monde entier qui sont en train de remonter les taux, c'est difficile de rien faire. Si tous vos copains font quelque chose et vous ne faites rien, c'est difficile, sachant que vous êtes payé pour ça. Donc il faut bien justifier un petit peu son job, puisqu'on a la Fed, on a la banque centrale anglaise, toutes les banques centrales développées, et il y a 1 an déjà, et il y a 2 ans, les banques centrales des pays émergents. Donc on ne s'appelle pas la Chine,
l'Europe, quand même, c'est difficile de maintenir un discours aussi accommodant alors que chaque mois, les taux d'inflation sont plus élevés. Parce que s'il y a une réalité des 18 derniers mois, c'est que les banques centrales ont constamment, et les économistes, ont constamment sous-estimé les taux d'inflation. Les prévisions d'inflation ont été catastrophiques. Elles ont toujours été constamment sous-estimées. Donc à un moment donné, moi je trouve, et quelque part, nous en tant qu'investisseurs, la question n'est pas de savoir si on est d'accord ou pas d'accord. Non, je suis bien d'accord. La question est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Oui. Et donc au-delà de savoir si je suis d'accord ou pas, qui n'intéresse pas grand monde. Ce qui va se passer à ce stade, c'est et moi, je pense que ce qui va se passer, passer, c'est qu'ils ont ouvert la porte. Il faut que ça se digère. Il y a sans doute des négociations. S'ils commencent en octobre, ils peuvent faire 2 hausses de taux. Et je pense que voilà, ça s'inscrit quand même dans une normalisation, alors qu'on a des taux qui sont négatifs. La seule question, c'est est-ce que les marchés, est-ce qu'elle va pouvoir le faire ? Et pour moi, le grand point d'inquiétude, et on en a parlé tout à l'heure ensemble, le grand sujet, c'est les obligations périphériques. Parce que si on a 2 hausses de taux, et que le 10 ans italien va à 2,5, ça va. S'il va au-delà de 3, c'est une autre histoire. Bon, Étienne, comment vous appréhendez ce nouveau monde, quand même, il faut le dire, qui a changé là ? J'avais utilisé l'expression la dernière fois de passager clandestin ou de myopie volontaire. C'est-à-dire que... parlant de la BCE, oui, en parlant de la BCE, c'est-à-dire qu'elle voyait très bien ce qui se passait autour d'elle, elle voyait très bien des chiffres d'inflation ou les retail price, les prix à l'achat en Angleterre qui étaient à des niveaux extrêmement élevés. Elle se disait non, il y a une digue, il va rien se passer chez nous. Or, elle le savait qu'à un moment ou un autre, ça allait impacter la zone euro, cette remontée générale de l'inflation. Et moi, je crois qu'elle joue cela... finalement assez bien. C'est-à-dire qu'elle a attendu le moment le plus lointain possible pour réagir. Elle ne voulait pas que l'euro s'emballe par rapport au dollar. On a enfin une croissance qui ressemble vaguement à quelque chose. Et donc, elle voulait garder un petit peu ce momentum parce qu'elle pouvait. Et puis, il y a eu la pression politique qui est venue d'Allemagne, des petits pays auxquels faisait référence Nicolas, qui est venue un petit peu de partout, et elle a dû lâcher. Mais elle a vraiment lâché cet élastique qui était ultra tendu au dernier moment. Et moi, ma conviction, c'est que... elle espère qu'elle ne veut pas remonter les taux. Moi, je crois qu'elle ne veut pas remonter les taux. Je pense que la Réserve fédérale est vaguement prête à remonter les taux, que la Banque d'Angleterre, c'est clair, il faut y aller, on va y aller, mais que la Banque centrale européenne, au fond d'elle, elle ne veut pas parce qu'elle sait que ça va créer des problèmes qu'elle n'est pas totalement sûre de maîtriser. On a parlé de la périphérie. Ça peut être assez rapidement compliqué. Donc les erreurs de politique monétaire du passé, vous dites, marquent encore l'esprit de la BCE aujourd'hui, même si elle ne le laisse plus transparaître. Mais j'en suis totalement convaincu. Moi, l'observation de ma petite carrière, c'est que quand on veut changer de politique, on change de direction. Dans les années 2000, on avait pris des gens pour détruire les bilans des entreprises. Pardon, c'est grossier, mais c'est un peu ce qu'on faisait. On mettait beaucoup de dettes et puis ça s'est mal fini. Et donc, on a remplacé tout le monde par des gens qui étaient là pour nettoyer les bilans. Et là, on est toujours dans un environnement où on sait gérer des bilans qui sont plutôt en croissance et pas en décroissance. Et donc, moi, je pense qu'ils sont un tout petit peu perplexes, un peu perdus, et qu'au fond d'eux, ils espèrent que cette inflation va se juguler d'elle-même grâce au fait qu'ils ont parlé fort pour l'instant sans vraiment actionner. Pourquoi parler si fort sans vraiment... Enfin, ils auraient pu arrêter leur programme d'achat tout de suite. Ils ne l'ont pas fait. Donc, je pense qu'il y a un message très fort, c'est on va laisser les marchés se débrouiller, on va voir comment ça se passe, ça va faire probablement une partie du job. Et avec un peu de chance, on n'aura pas à normaliser tant que ça. Voilà la Ouais, j'entends. C'est-à-dire que si la Fed, parlons de la Fed, hein, bien sûr, vise le resserrement des conditions financières. Donc derrière ça, il y a les spreads de crédit, le dollar, le niveau des taux, le niveau des marchés actions. Vous dites, il suffit que le marché, d'une certaine manière, fasse le travail lui-même, et la Fed n'en sera que plus confortable. C'est exactement ça. C'est que si tu regardes dans ce que disent les marchés, et c'est là où je trouve que les banques centrales... Les 2 principales banques centrales s'en sortent admirablement bien. Vous regardez les points morts d'inflation, ils sont plutôt légèrement orientés à la baisse. Donc, simplement, en ayant parlé très fort, sans agir, les marchés achètent que l'inflation devrait se juguler. Et si vous regardez ce qu'il y a dans les taux réels, la façon dont ils remontent, qu'ils soient un peu moins négatifs, on comprend également que les marchés s'attendent à ce que cette inflation se normalise sans que la croissance soit totalement impactée, ce qui est un exercice qui est probablement... au fond de moi, j'ai presque envie de dire... Chimérique ? Ouais. Bah ouais. L'avoir utilisé, oui. Bah oui. Ouais, je crois ça. Ouais. Et donc voilà, je pense qu'on en est là.
Bon, un mot rapide, Nicolas. Et puis Non, moi, parole juste à un mot. Michel. Je ne suis pas complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Ah oui. C'est pour ça que je suis là. Ouais, non. Mais je ne suis pas complètement d'accord. Bon, les taux réels à moins 0,50 aux États-Unis, enfin, je veux dire, quel est le sens d'avoir un taux réel de moins 0,50 ? Il est complètement logique que ça progresse. Et juste un point, là où je suis d'accord, c'est que c'est très délicat comme exercice, vous avez raison. Mais qu'il fasse quelque chose ou qu'il fasse rien, il y a quand même un risque qu'en 2023, on se retrouve à un ralentissement. Alors il faut mieux dans ces cas-là avoir un petit peu de Alors gras. ça, j'entends cet argument. Et donc, si on le si on fait fait pas rien, maintenant, si si on le fait pas Mais maintenant, on pourra pas le faire demain. Qu'est-ce qu'on fera Est-ce que vous pensez qu'on va mettre les taux encore plus négatifs en Europe ? Donc remonter les taux, ça donne un tout petit peu de marge si les choses vont dans une situation plus délicate en 2023 ou en 2024. Michel, que vous inspire le débat autour de la politique monétaire aujourd'hui et comment est-ce qu'on est prêt, notamment sur la partie action, à vivre avec un taux de dépôt à 0 en Europe, des taux positifs, etc. Non, mais c'est un vaste sujet. Moi, ce que je pense, c'est que les banques centrales, elles font le pari de la croissance et on veut éviter en Europe surtout l'erreur de l'austérité. Où est-ce que ça nous a coûté 2011, dernière hausse des taux, c'est pas pour rien. Donc aujourd'hui, on sait très bien que l'austérité, ça marche pas. Donc il faut faire le pari de la croissance. Le pari de la croissance, oui, c'est aussi le pari de l'inflation. Sauf qu'aujourd'hui, moi, j'ai du mal à croire en inflation structurelle, sauf si on valide le fait que la transition énergétique est durablement inflationniste. Ce qui est une possibilité. Isabelle Schnabel de la BCE a déclaré ça dans l'FT en disant que pour elle, il fallait considérer maintenant l'énergie comme une composante en tant que telle de l'inflation et qu'il ne fallait plus retraiter dans le chiffre de l'inflation l'énergie. Franchement, c'est fortement probable. En tout cas, si on continue dans le chemin qui est le nôtre en Europe, à vouloir forcer la transition vers des énergies renouvelables, c'est clair qu'on va avoir beaucoup de coûts supplémentaires embarqués et que l'inflation sera structurellement supérieure. Maintenant, il faut faire attention à ne pas se retrouver en juin 2008. Il y a aussi beaucoup d'éléments qui ressemblent cette année. La hausse des matières premières, on l'avait en juin 2008. Les actions au plus haut, on l'avait en juin 2008. Voilà. Je ne suis pas sûr que la croissance aujourd'hui puisse supporter... la croissance, ça reste fragile. Je ne suis pas sûr qu'elle puisse supporter des hausses de taux trop violentes comme on pourrait l'imaginer. Et c'est vrai que ce que disent aujourd'hui les taux américains, les taux réels ou les TIPS, c'est de dire qu'on va avoir une croissance qui va se maintenir avec une inflation sous contrôle. La fameuse chimère, tant mieux si ça arrive, ce serait magnifique. En termes d'action, ce qu'on regarde en fait, c'est le taux d'équilibre, les taux d'intérêt d'équilibre. Ce qu'on peut considérer, c'est que depuis 20 ans, ce taux d'intérêt d'équilibre, il n'a pas arrêté de baisser, naturel. Si on regardait en 2012, la Fed, le FOMC disait qu'on était autour de 4% pour l'équilibre. Aujourd'hui, la dernière déclaration de FOMC, ou les dot plots, si vous regardez ce truc un peu, ce jargon un peu économiste, vous voyez qu'on est au-dessous de 2,5%. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, le marché il a déjà fait une grosse partie du boulot, puisqu'on est à 2% quasiment. Si le taux d'intérêt d'équilibre, donc c'est quoi le taux d'intérêt d'équilibre ? C'est celui qui permet le plein emploi tout en maintenant une inflation à peu près maîtrisée. Une économie sans friction. Voilà. Exactement. Et là, on voit que on est quasiment à 2 sur le 10 ans américain. Donc si on pense que le taux d'équilibre long terme, c'est 2,5, bon, on n'est pas très loin. Et ce que font les marchés actions, c'est exactement tenir compte de ce réalignement, en particulier sur le secteur de la tech ou sur le style croissance. On voit que tout ce qui s'est passé depuis un peu plus d'un mois, c'est un retour dans le canal haussier naturel du secteur ou du style qui va gommer l'excès de la pandémie en fait. La pandémie, c'est une trajectoire parabolique qui dit on va tous mourir, donc les taux vont rester longs très longtemps. Et donc, je vais aller acheter à tout prix de la croissance, où qu'elle soit. Et en fait, c'est ce qu'on voit aussi. Ce mouvement-là, il s'est complètement diffusé dans le marché. Et ce n'est pas que les actions. Alors, les actions, le truc le plus symptomatique, c'était ce qu'on appelle les meme stocks. On en a parlé à l'époque. C'est on va aller acheter une chaîne de cinéma qui est quasiment en faillite, on va la faire monter aux cieux, et puis après, on va faire la même chose sur le Micromania local, etc. Les mêmes aujourd'hui parlent du MOS. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est le mot à la mode sur les réseaux sociaux en ce moment. Le MOS. C'est la mère de tous les short squeeze. Ah oui, d'accord. Alors ça, c'est magnifique. Ils l'attendent. Mais en même temps, ils achètent des puts en ce moment. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, si on regarde un peu juste techniquement, aujourd'hui, on n'est pas loin d'avoir retracé cet excès de performance sur les actions de croissance. Et ça colle avec un scénario en fait, de taux d'intérêt à long terme autour de 2%. Donc c'est totalement aligné. Ouais. Là, on pourrait avoir un problème sur les actions à forte croissance, c'est si les taux s'embarquaient vers les 3-4%. Et là, ça nécessiterait une correction plus forte. Pour finir,
on a tendance à dire que le taux d'intérêt d'équilibre est atteint à partir du moment où tous les actifs risqués sont dans le rouge. Donc on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Mais bon, j'espère qu'on n'y arrivera pas, mais on s'y approche quand même. On voit très bien que c'est compliqué. Mais en fait, dans tous les cas, on a appris depuis 2009 que retirer une masse monétaire très importante, c'est très compliqué pour les actifs risqués. Et aujourd'hui, si on parle des actions, le seul moyen de lutter contre ça, entre guillemets, c'est d'avoir une croissance bénéficiaire qui compense. Voilà. Et là, c'est compliqué parce qu'on retombe sur le thème de la transition énergétique, des coûts exceptionnels qui sont soi-disant conjoncturels mais qui pourraient durer, etc. etc. Et votre conviction aujourd'hui, Michel, c'est qu'on a vu le gros de la douleur que le resserrement monétaire pourrait infliger au marché action. Moi, je vois pas les taux long terme monter bien plus haut que ça, en tout cas à court terme. Sauf si on a confirmé... Donc 15% de baisse du pic au creux pour le Nasdaq, c'était déjà... C'est déjà une grosse partie du chemin fait, oui. On a peut-être encore 5-10% à faire si... Oui, mais par rapport à la performance qui a été enregistrée, regardez la performance du Nasdaq en 12 ans, on n'est pas à 5%, il n'y a pas photo. Non, par rapport à la correction qu'on a vue, il reste la moitié. On est très... Non, puisqu'on a baissé sur certains titres. Le Nasdaq, c'est une moyenne, mais sur certains titres, on a baissé déjà de 30-40%. Donc, et sur des gros. Sur des très gros titres. Aujourd'hui, je pense que c'est le moment de se réintéresser à certaines belles valeurs de croissance qui ont été jetées avec toutes les autres. Ouais. Et encore une fois, il y a eu des excès qui ont été corrigés. Les fameux titres, les meme stocks dont on parlait, ont perdu 70% depuis le plus haut. Bien sûr. En attendant, tout ce qui était c'était Atom, Covid, Zoom, DocuSign, Peloton, tout ça. En fait, ce que j'ai tendance à dire, c'est que c'est une correction au sens premier du terme. On a corrigé des valorisations qui étaient débiles. Et là, maintenant, on arrive en territoire plutôt raisonnable. Et les valorisations des actions, elles sont en ligne, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, avec les moyennes historiques sur 10 ans. Donc, rien de grave, mon capitaine, sauf si les taux continuent à monter. Ouais. C'est du coup la question. Jusqu'au 10 mars prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne, qu'est-ce qui peut se passer sur les marchés obligataires européens, sur les spreads périphériques ? Nicolas ? Oui, c'est une bonne question. Moi, si je dois choisir un camp, je vois les taux qui continuent à monter. Et pourtant, historiquement, si vous regardez les discours que j'ai eus, moi, depuis des années, j'étais plutôt à la baisse des taux. Ici, pour moi, il y a quand même un changement. Donc, moi, je ne vois pas les taux continuer à... Bien sûr, on peut avoir une accalmie. Je ne m'attends pas. Vous avez dit 3-4% sur le 10 ans américain. On ne parle pas de ça. Par contre, 50 points de hausse de taux, oui. C'est possible, tout à fait. Quoi, partant des États-Unis, vous dites 2,50 sur le 10 ans américain, 2,25, 2,50, de voir 2,50 cette année, oui, je pense que c'est tout à fait faisable. Ouais. Malgré ce qu'on a déjà dit sur le marché américain, c'est-à-dire le narratif de la normalisation monétaire aux États-Unis est quand même déjà beaucoup plus avancé que celui en Europe pour la BCE. On a parlé de cette hausse de taux automatique, réduction du bilan, 50 points de base pour démarrer en mars. Enfin, on a tout eu pour l'instant. Regardons du côté de la Banque centrale aussi européenne, par exemple. On dit qu'on a tout eu, mais non, on n'a rien eu dans les faits. Il n'y a rien qui s'est passé. On a eu des discours. Alors certes, il y a eu les anticipations qui ont été révisées sur les taux courts, ça je suis d'accord, et les taux longs, mais il ne s'est rien passé. Du côté de la Banque Centrale Européenne, il ne s'est rien passé. Et il va falloir qu'elle se clarifie son discours en mars. On a expliqué le passé, l'important c'est regardons devant nous. Qu'est-ce qui va se passer entre maintenant et mars ? Ils vont tous faire des petites déclarations pour essayer d'influencer, mais non, il ne faut pas monter, mais oui, il faut monter. Et puis il va bien falloir voir les anticipations d'inflation. Est-ce que les anticipations d'inflation de 2022 et de 2023 vont être révisées ? Et si oui, de combien ? Et forcément, ça va être révisé à la hausse. Donc, on va voir les chiffres d'inflation. Oui. Parce qu'à la fin, le juge de paix, ça sera l'inflation. Si demain, l'inflation est plus élevée, vous allez voir, les marchés vont pousser. Et moi, ce que je pense, c'est qu'au niveau des taux de la banque en Europe, bien sûr, on ne s'attend pas à un sell-off dramatique, mais il y a quand même de la place pour que ça monte. Il y a de la place pour que ça monte un petit peu en Europe, malgré tout. Et c'est quoi la limite qui ramènerait la BCE au plus près justement de la situation de marché? Vous évoquiez le 10 ans italien tout à l'heure, je ne sais pas, on a vu 3% de spread. Pour moi, 3% en absolu sur le 10 ans italien. Si je dois donner un niveau, et s'il faut mouiller sa chemise, parce que c'est ça, bien sûr, je dirais 3% pour moi tant qu'on est... Donc c'est quoi, 250 points de base de spread? Il faut voir où est le goût. Mais effectivement, je pense que si on est à 2, 2,5, c'est faisable. Mais juste quand même un point sur la dynamique d'offres et de demande. Sur 2022, avec la possibilité de l'arrêt de l'APP et du PEPP, on va avoir la première année depuis 2014 où on a les obligations nettes en volume qui vont être importantes. On n'a pas vu ça depuis 2014. Donc vous me dites oui, tout est anticipé. Je suis d'accord, mais en même temps, il va y avoir quand même beaucoup plus d'émissions d'obligations
le principal acheteur va se retirer. Ce qu'il va falloir voir aussi, c'est les acheteurs étrangers. Je termine juste avec un point qui me semble important. Je ne suis pas le plus bearish des gérants obligataires, mais quand même un facteur. Si la Banque Centrale Européenne sort des taux négatifs, c'était le principal acteur des taux négatifs dans le monde. Le stock de dette négatif était, je crois, près de 12% d'un indice global aggregate obligataire. Il a diminué à 8%. On va revenir quasiment au plus bas depuis 2018. Si vous, en tant qu'investisseur, vous savez que les taux négatifs n'existent plus, je pense que c'est quand même un petit changement de mentalité. Les investisseurs obligataires vont revenir, bien sûr, mais vous préférez acheter quoi, du 2,5 aux US ou un truc qui vaut 0,02 en Allemagne? Moi, je pense que les taux allemands peuvent continuer à monter. Et quelque part, tout va très bien, Madame la Marquise. Hein. Sauf si, effectivement, oui, on a eu 2 jours un peu turbulents, mais il faut les absorber. Pour l'instant, c'est même pas visible sur un graphique historique. Hein. Donc on parle pour l'instant de mouvements à chaud. Vous disiez sur les émissions, oui, effectivement, l'an dernier, les achats des banques centrales en Europe de la BCE, de l'Eurosystème, a couvert plus de 100% des émissions. Là, sur l'Italie, je regardais en 2022, avec les conditions qu'on peut imaginer aujourd'hui, la Banque d'Italie qui achète pour le compte de la BCE ne couvrira que 60% des émissions. Ouais, alors c'est pas que la banque italienne, c'est toutes les banques nationales. L'Eurosystème. Oui. Mais pour l'Italie, ça correspond à 60% des émissions couvertes par l'achat Eurosystème. C'est pour ça qu'un indice qui va être intéressant, c'est de voir ce qu'ils achètent. On a vu les chiffres de janvier, ils ont acheté un petit peu moins. On va voir ce qu'ils vont acheter en février. Et oui, ils vont acheter un petit peu moins. Étienne, comment on gère la situation en tant qu'obligataire? Il faut encore être le plus à l'écart possible, short. Il faut commencer déjà à se réintéresser à certaines signatures, certains émetteurs. Comment vous voyez les choses évoluer et les opportunités que ça va pouvoir amener peut-être dans ce marché? Première chose, on essaye d'éviter d'avoir des vues trop fortes sur le nombre de hausses de taux qui pourraient. On regarde un peu ce qui se passe, parce que historiquement, quand on a des vues trop fines, beaucoup de gérants ont perdu leur job à essayer d'avoir une vue trop forte sur les anticipations des banques centrales. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'au premier semestre, il y avait une probabilité assez forte que les marchés fassent de la tôle ondulée, et cela pour 2 raisons. La première, c'est que, oui, les banques centrales vont devoir normaliser. Simplement, les attentes de normalisation de l'inflation me semblent toujours trop ambitieuses, notamment aux États-Unis. C'est plus les États-Unis que l'Europe qui m'embête. On pense toujours qu'aux États-Unis, on doit faire 7. On est à 7. Demain, on va être encore à 7 probablement. On est à 7 sur le CPI. On devrait passer à 5 à la fin du premier semestre. On devrait passer à 3 et quelques à la fin de l'année. Et donc, c'est quand même une pente, une décélération assez forte. Et de ce que je peux voir, et c'est là où j'ai vraiment un avis, c'est qu'il y a 3 facteurs d'inflation aux États-Unis qui continuent à marcher, qui font que cette inflation pourrait se juguler, mais de manière beaucoup plus lente. Et donc, les 3 facteurs. On redescendra pas aussi vite. Voilà, ça va être. C'est pas une, puisque c'est bientôt les sports d'hiver, c'est pas une noire, c'est plutôt une verte, et il y a même de l'eau fort poussée. Enfin, bref. Et donc, il y a une prime de risque parce que le marché se demande dans quelle mesure, il y a une prime de risque qui vient du marché parce que le marché s'interroge sur ce que va être exactement la politique monétaire. Et donc, cette incertitude, on la voit plutôt dans la première moitié de l'année puisque c'est là où les chiffres devraient commencer à donner des indications de tendance plutôt que la deuxième moitié. Ce qui me rend, moi, l'autre penchant de cela, ce qui nous rend optimistes, et c'est pour ça qu'on parle de taux ondulés, c'est qu'en même temps, et c'est là où moi les politiques monétaires me fascinent, c'est qu'ils parlent très fort. Encore une fois, j'aime bien cette idée de chien à double face. Hein. C'est le Doberman qui parle, mais c'est plutôt le caniche qui agit, parce que concrètement, vous avez toujours, si vous regardez les mesures de liquidité, vous avez toujours 500 milliards de rachats d'actifs en ce moment de la part des principales banques centrales de manière trimestrielle. Vous avez toutes les 6 plus grosses. Vous avez toujours 1600 milliards d'excès de liquidité qui sont coincés au niveau de la réserve de repo de la Fed. Et ça, c'est de l'argent qui va se placer à un moment quelque part. Et il y a à peu près 1000 milliards de buyback, plus 1000 milliards d'excès de réserves des banques. Enfin, quelque chose de phénoménal. Et donc, vous avez ces 2 chocs, et c'est un peu ce qu'on voit en ce moment entre Michel qui voit peut-être le verre à moitié plein ou pas, et Nicolas différemment. C'est qu'on a ces 2 forces qui arrivent en même temps et qui nous font faire la tôle ondulée. Nous, concrètement, on pense que la première moitié de l'année, il faut être le plus éloigné possible de la problématique de taux, parce qu'on ne sait pas, et quand on ne sait pas, on s'en va.
Il y a des choses intéressantes à faire. On pense que sur le crédit, il y a des choses intéressantes à faire, notamment sur des maturités extrêmement courtes. Vous arrivez à sortir des rendements sur des maturités extrêmement courtes qui permettent d'avancer sans prendre trop de volatilité. C'est un peu l'objet. Pour moi, l'idée, c'est d'avoir un portefeuille construit qui vous permet d'aller saisir des opportunités demain, d'aller saisir des opportunités sur le marché du crédit, sur le marché des actions. Et pour ça, faut pas trop perdre d'argent en début d'année. Il y a un moyen de le faire, c'est vraiment la partie très courte de la courbe du crédit, notamment en haut rendement, pour éviter tous les sujets de... Donc vous êtes plutôt short duration en fait. Donc hein. on est très tactique, on est très short duration. Ouais. Mais moi, je ne remets pas en cause le scénario où les taux pourraient augmenter très fortement. Je dis simplement, là-dessus, je n'ai pas un avis très fort. Là où j'ai un avis très fort, c'est que la normalisation de l'inflation me paraît très ambitieuse de la part du marché. Ouais. Mais entre-temps, il peut y avoir des surprises venant des banques centrales. Et il peut y avoir des surprises. Les fonctions de réaction évoluent, les logiciels évoluent. Et ces surprises, c'est plutôt maintenant. Et pour finir, il y a, et on le voit, le rallye qu'on voit, pour moi, c'est plutôt un rallye de bear market. Premier semestre, ça reprend parce qu'il y a beaucoup de liquidités. Il y a tellement de liquidités. Et puis, nous, on pense que ça sera probablement un bon moment pour s'alléger et puis reprendre des cartouches. Il va falloir être flexible de la tôle ondulée. Hein. Oui, mais humble and nimble, il a dit Jérôme Powell. Humble et agile. C'est intéressant, c'est-à-dire que sur le marché action, il y a quand même toujours une prédominance des secteurs les plus cycliques. Alors value, c'était la discussion qu'on avait, Michel, mais l'automobile aujourd'hui, c'est le secteur leader du jour en Europe. Secteur bancaire, secteur pétrole et gaz, énergie, qui ont été 2 secteurs leaders déjà en 2021 au sein du stock 600. Ça continue. Que de l'ESG et de l'ISR d'ailleurs, c'est impressionnant. Non, mais si vous voulez qu'on attaque sur ce sujet, c'est un vrai sujet. Non, je ne vais pas être trop taquin là-dessus. Est-ce qu'on va changer le thermomètre de mesure de l'ESG pour intégrer ce genre de secteur demain et faire en sorte qu'il soit ESG compatible? Là, on parle de secteurs qui ont été sous pression quasi structurelle depuis plus de 10 ans, quoi. Et en plus, on en a remis une couche sur l'automobile avec la transition énergétique et les décisions politiques d'imposer sur un calendrier extrêmement dur le tout électrique. Donc c'est très bien pour les oiseaux et pour l'environnement, c'est plus compliqué pour les constructeurs. Carlos Tavares sortait de ce corps. Alors oui, sauf que je ne suis pas d'accord avec lui parce parce que l'hybride, on sait très bien que c'est une énorme bêtise parce que vous cumulez tous les désavantages. Le poids, la consommation, enfin quelqu'un qui a une voiture hybride, c'est très bien qu'il ne roule jamais en mode électrique, donc c'est débile. Bon bref, je passe. C'est le passionné d'automobile qui parle. Ouais, mais allez-y, bref, justement. Non, ce qui m'intéresse dans l'automobile, c'est que c'est un peu ce qui se passe, mais dans moins de mesure dans la banque, c'est que toutes les contraintes ont forcé un changement de modèle. On se rappelle très bien du modèle de Carlos Ghosn qui est la production, le volume à tout va, je vais être le roi du monde, je vais produire plus de 10 millions de véhicules, etc. Ça, c'est complètement terminé. Vous n'avez plus un seul constructeur d'automobile qui va vous dire je veux en produire le maximum. Maintenant, ils vous parlent tous de marge. Et ça, c'est une révolution parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec le véhicule électrique, dont le coût de production, ce que dit Tavares, est 50% supérieur à celui du véhicule thermique, on ne peut plus faire du volume parce que de toute façon, le consommateur ne va pas suivre. Donc, il faut faire de la marge. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un objectif de marge à long terme de 10%, marge opérationnelle de 10%, alors que ça paraissait complètement inaccessible il y a 5 ans, ça devient une réalité. Et une réalité d'autant moins cyclique qu'on va faire moins de volume. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est un secteur qui est toujours pas cher du tout, parce qu'en dépit de la hausse récente, ça se paye 4 fois l'EBITDA. Donc on est loin des 20 fois, voire 40 fois de certains concepts stock. Et on est sur une industrie qui change de modèle. Donc ça, c'est intéressant. Sachant qu'il y a un effet inflationniste aussi qui est lié à ça, parce que c'est aussi le thème de la journée. C'est qu'en fait, étant donné que les véhicules deviennent très chers et de plus en plus hors de portée du Kidam moyen, ça a un effet sur les véhicules d'occasion. Et c'est là, en fait, c'est une bonne illustration de ce qui se passe en ce moment. On a eu un problème lié au Covid, qui est en fait l'étincelle qui a lancé cette vague d'inflation, qui fait qu'on n'a eu pas assez de composants, une difficulté à produire, et donc des acheteurs, notamment aux États-Unis, qui se sont abattus sur le véhicule d'occasion. Donc un phénomène de court terme totalement conjoncturel. Derrière, on a la deuxième vague, celle que je dis plus structurelle, liée à la transition énergétique, forcée. Donc sur l'automobile, c'est le véhicule électrique, qui fait que vous avez des véhicules extrêmement plus chers,
qui force aussi le consommateur à se À rabattre se reporter. sur l'occasion. Ah ouais. Voilà, donc tout ça, c'est une bonne illustration pour montrer qu'on a une inflation qui était censée être conjoncturelle, qui peut devenir structurelle pour des facteurs très différents. Et vous dites, alors derrière le thème automobile tel que vous le décrivez, là, le combo électrique plus focalisation sur les marges plus pricing power, ça change le statut alors du secteur, j'en sais rien, mais de certains constructeurs peut-être. Disons que ça crée moins de cyclicité. Quand vous êtes complètement lié à des volumes et essayez de faire la marge avec une marge écrasée, vous êtes complètement assujetti au cycle économique. Là, il y a vraiment il faut quelqu'un de très motivé pour acheter un véhicule électrique 50% plus cher qu'un véhicule thermique. Donc, sauf si vous avez la marque qui fait que oui, alors ça, votre client sera ravi de payer 20 ou 30% plus cher pour sa BM électrique, son Audi électrique ou son AMG électrique. C'est là où c'est intéressant. C'était le privilège du luxe et maintenant c'est partagé par tous les consommateurs, les constructeurs. Pardon. Bon, intéressant le thème automobile. Dans les thèmes un peu périphériques, il y a l'idée quand même des émergents. Alors, sur le plan obligataire et du crédit, je ne sais pas comment vous le regardez, Nicolas. La question que je voulais poser, est-ce que c'est le joker inattendu de 2022 dans un cycle de resserrement de la Fed, des conditions en dollars l'histoire nous a appris que c'était pas forcément un environnement très favorable pour les émergents. Est-ce que c'est le cas à nouveau? Est-ce que c'est une bonne question. Moi, je réagis. Donc, en effet, il faut bien investir. Donc, moi, je rejoins ce que vous avez dit sur les maturités courtes. Évidemment, on regarde les maturités courtes. On peut avoir du 2-3%, mais il faut être courageux parce que c'est dur à acheter et il y a peu de vendeurs. C'est compliqué à traiter. Non, mais c'est compliqué à traiter. Oui, aujourd'hui, c'est compliqué à traiter, en fait. Aujourd'hui, c'est dire ça, essayer de le faire. Vous verrez, c'est difficile. Le prix qu'on voit sur les écrans, c'est pas la réalité, mais il y a que du short covering là pour l'instant. D'accord. Voilà. Mais sur le marché émergent, moi je crois que c'est intéressant. Nous on est positif depuis très longtemps sur les obligations chinoises. Bon, ça vous avez déjà sans doute parlé, c'est un peu une tarte à la crème. Maintenant, si on regarde les autres pays émergents, je pense que du côté de l'Amérique latine, ça devient intéressant, clairement, et aussi des pays de l'Est. Donc oui, par exemple, regardez un bond polonais par rapport à un bond italien. C'est peut-être pas mal de faire. Alors, je regarde pas tous les jours la différence entre le bond polonais et le bond italien. Mais ça dépend des maturités. Mais vous avez un vrai pick-up de rendement avec des devises qui pourraient bien tenir. Alors, on en parle beaucoup, que ça soit sur les actions ou sur les obligations. Sur les actions, je vous laisserai juste si vous suivez. Mais le Brésil, oui, tout le monde parle du Brésil. Retourne sur les actions brésiliennes. Oui. Moi, je ne suis pas du tout l'expert là-dessus, mais sur les taux brésiliens, il faudra évidemment, il y a les élections en octobre, et ça, c'est vrai que ça va porter un risque politique important. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que toutes les banques centrales des pays émergents, elles ont déjà fait le job, elles ont déjà beaucoup monté les taux. Et donc, on n'est pas loin quand même de la fin de ce cycle-là. Donc, les taux en devise locale, c'est intéressant. Les devises, c'est vrai, vous avez raison, d'habitude, quand le dollar s'apprécie dans une phase de taux, c'est dangereux. Mais aujourd'hui, s'il faut choisir un peu de risque, moi, je trouve ça intéressant. Et vous dites, l'effort fait par les banques centrales émergentes va pouvoir à un moment leur donner des marges de manœuvre, peut-être même pour, je ne sais pas, s'il y a besoin de stabiliser, s'il y a besoin d'un peu d'amortisseurs, elles ont retrouvé des marges de manœuvre. Oui, elles ont beaucoup monté les taux, elles continuent à monter les taux. Et donc, voilà, elles sont à des niveaux de taux attractifs. Évidemment, la Russie, c'est compliqué d'aller sur la Russie maintenant parce qu'on est dans une phase politique très incertaine. Mais toute chose égale par ailleurs, si cet événement est résolu, la Russie, on voit bien que ça performe quand il ne se passe rien. Donc il y a, je pense quand même, ces obligations, elles ont été matraquées. C'est vraiment une classe d'actifs qui n'a pas bien performé depuis des mois, voire des années. C'est vraiment une classe d'actifs qui a souffert. Et je pense qu'aujourd'hui, elle offre quand même un risque-rendement qui est attractif si on prend un peu de vision long terme. Le joker émergent sur le plan obligataire, sur le plan du crédit, Étienne, est-ce qui vous intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est plus la Chine, enfin, si c'est encore une zone émergente, plutôt que le reste. Le reste des émergents, ce qui me gêne, c'est que ça ressemble quand même à des cycles très avancés où les banques centrales ont beaucoup... ça a été le silent tantrum, elles ont augmenté fortement les taux, on n'en a pas trop entendu parler. Il y a quoi, 150 hausses de taux peut-être sur l'ensemble de l'année 2021, dans les émergents notamment. En nombre de hausses, 150. Ah bah, je crois. Oui, il y a eu beaucoup, toutes les banques centrales. Et de fait, par,
avec un dollar relativement fort. Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure on n'est pas dans un cycle un peu décalé, très avancé sur une grande partie de ces marchés-là. La Chine, à contrario, il y a une purge assez spectaculaire sur le crédit chinois qui n'est pas encore totalement fini, donc il y a des points d'entrée à les trouver. Ouais. Ils n'ont pas totalement fini de purger la partie immobilière, mais il y a déjà des opportunités sur la partie courte de la courbe. Et puis, les choses se calment un peu, à dépit de 11-12 sur les actions. Enfin, je vais mettre un petit pied. Chez Sanso, on a remis un pied. On n'a pas mis les deux, on en a mis un, parce qu'on trouve que c'est un peu contrariant. C'est un grand marché. Le gouvernement chinois, à force de baisser les taux, va commencer à restimuler. C'est une économie qui est très leveragée, qui a besoin de baisse de taux. Et donc, c'est pas impossible qu'à un moment, il y ait un peu plus d'impulse qui donne un peu plus de vie. Et c'est une zone qui commence à attirer beaucoup notre appétit. Progressivement. Michel ? Ouais, mais ce qui me dérange dans les hausses des taux dans les pays émergents, c'est qu'elles ont été totalement subies à cause de la pandémie. La raison première, c'est qu'ils n'avaient pas le choix que d'augmenter les taux pour rester attractifs dans un monde où personne ne voulait les financer, puisqu'on pensait encore une fois que ça allait être la fin du monde. Et aujourd'hui, est-ce que ces économies émergentes sont en meilleure forme ? Généralement, on monte les taux quand l'économie, ou quand on a vraiment trop d'inflation, mais quand elle est booming. Est-ce que c'est le cas des économies émergentes post-Covid ? J'en ai pas l'impression. Je pense surtout qu'elles ont eu beaucoup de mal à sortir de l'ornière, que c'est toujours le cas. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a toujours des problèmes de chaîne de production. C'est que tous ces pays-là, qui sont l'atelier du monde la plupart, sont toujours dans le Covid Omicron. Donc on augmente les taux parce que c'est la seule façon de maintenir un peu de stabilité économique. Maintenant, derrière, je ne sais pas trop ce qui va se passer. En ce qui concerne les actions, je suis assez d'accord. Mettre un petit ticket sur la Chine et sur les pays qui bénéficieraient d'une relance économique en Chine après une année d'austérité, c'est pas une mauvaise idée. Les valorisations les valorisations reflètent aussi une certaine défiance, puisque c'est vrai que on a un retour un peu comme un peu partout dans le monde à du dirigisme économique. Mais bon, en Chine, c'est pas comme si on s'en doutait pas. Alors ça allait un peu loin, mais pourquoi pas. Et désormais, vous dites le gros du risque réglementaire, il est derrière nous, il y a un risque résiduel encore. Il est là. Nous, on sait très bien que l'agenda du Parti communiste chinois, c'est pas mieux payé pour ce risque. C'est plus la reine d'Angleterre que Netflix, quoi. Donc ou qu'Instagram. Donc c'est ça les Chinois. Donc l'idée, elle est là. Donc maintenant, on sait ce qu'ils vont faire. Pourquoi pas quand même tenter. Un petit mot du pétrole, là, je ne sais pas, aux matières premières pétrole. Est-ce qu'il y a une limite à la hausse ? Oui, elle est là. Elle est là. Ouais, en fait, la dynamique ralentit un peu quand même, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu le triple déficit, donc production, réserve très faible et puis investissement. Ouais. Puisque de toute façon, quand on pousse la transition énergétique et renouvelable, il y a eu moins de financements qui ont été autorisés, en tout cas dans la sphère cotée. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il est communément admis qu'à partir de $80 le baril, ça détruit de la demande. Donc là, on est à plus de 90, donc on y est. Et ce qu'on voit aussi, c'est que tout ce qui est shale oil et gaz aux États-Unis bénéficie de financements privés, à nouveau. Donc ça va repartir. Oui, alors, c'est en train de repartir. Oui. Et le chiffre qui fait peur, c'est que la production américaine va battre son record l'année prochaine. Ce qui n'est pas du tout dans l'air du temps, ce qui n'est pas du tout attendu, sur des bases de private equity et de fortunes familiales qui ont réinvesti dans le shale oil. Donc on va arriver, en fait, contrairement aux attentes, je pense, au consensus, on devrait avoir un pétrole qui devrait rebaisser. Alors peut-être pas tout de suite, mais en deuxième partie d'année, c'est possible. Les effets de base vont inverser, le pétrole va baisser. C'est pour ça que je parlais de... On va régler l'inflation. Voilà, exactement. Danger. Oui, attention. Après, il y a cette histoire de transition, de machin. Bon, voilà. Oui, non, mais c'est des temps différents, voilà. D'accord. Mais le temps à court terme, c'est peut-être, en effet, qu'on a touché pas loin du plus haut sur le pétrole et que ça va aider l'inflation sur la deuxième partie d'année. Ouais. Oui, si le pétrole baisse, l'inflation baisse. Ça, c'est pas discutable. Est-ce que le pétrole va baisser ? J'en sais rien. Moi, ce que je pense juste, c'est que si jamais on a un baril qui continue à monter, on rentre dans un autre scénario. Ah oui. Et c'est un scénario qui fera dérailler l'économie. C'est un scénario qui, pour moi, on est dans un choc inflationniste qui sera plus fort et qui sera récessif. D'accord. Oui, donc, je pense que... Et quand vous dites je suis pas continue de monter, il n'en faut pas beaucoup plus pour qu'on commence à imaginer nous, on a fait une simulation un peu extrême pour se faire peur. Du 150, ça fout tout le monde par terre. Oui. Donc, ce que c'est... Après, on y est sur le gaz naturel, hein. Bon. La dernière fois que la BCE montait ses taux, on avait un Brent à 120, oui, ça je me souviens 150, bien. Voire 180 en 2008. À chaque fois, c'est dingue. Hein, je m'en souviens. Mais c'est vrai que, voilà. Juin 2008, oui. Mais oui, on y revient. C'est le risque. Non, mais c'est vraiment le risque.
Oui, non, c'est juste, c'est un vrai facteur de risque notamment pour l'Europe, pour la zone euro. C'est quand même un gros facteur de risque. Ça, c'est le point qu'il faudra suivre. Étienne, sur les matières premières, le pétrole, sur le pétrole, 64% de croissance en glissement annuel, 20% depuis le début de l'année, donc c'était plutôt une bonne idée d'en avoir, effectivement. J'ai écouté attentivement ce que disait Michel. Quand je regarde le nombre de forages, pour l'instant, je ne le vois pas encore, cette augmentation. Donc, je suis intéressé par ce que Michel disait. Je vois qu'il y a un frémissement, mais je ne voyais pas encore une tendance qui revenait au niveau de 2014, en tout cas. Donc, si les États-Unis battent leur record de production prévu, de shale, je ne l'avais pas dans les cartes. C'est effectivement à suivre. Après, moi, je me demande quand est-ce qu'ils vont réouvrir les vannes, parce que effectivement, ça encourage. Est-ce que les États-Unis... Je crois qu'on a eu des déclarations encore de Biden de la Maison-Blanche disant on va se mettre d'accord à nouveau tous ensemble, les réserves stratégiques, on sait que ça sert à rien, mais il faut montrer qu'on fait quelque chose. Absolument. Autrement, ça, effectivement, je rejoins Nicolas, ce sera compliqué. Ouais. Suite au prochain épisode. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nicolas Forest, directeur de la gestion obligataire de Candriam, Étienne Gorgeon, directeur de la gestion obligataire de Sands OIS, et Michel Saunier, directeur de la gestion de Tocqueville Finance, étaient avec nous en plateau ce soir.